Yo yo yo, coucou les loulous, comment ça va? Je reviens avec une vidéo assez longue, je pense, où je vais faire la review d'un livre d'exposition. Ça fait un moment que j'ai pas tourné de vidéo, je sais. J'ai repris les beaux-arts, du coup j'ai genre un emploi du temps de ministre, mais version artiste. Et j'ai énormément de trucs à faire, j'ai des semaines trop remplies, et du coup j'ai plus trop le temps de m'occuper des vidéos. Mais je reprends, je pense que ça sortira à des rythmes beaucoup moins élevé que ce que je pensais au départ. Genre je m'étais dit oui, une vidéo par semaine ça passe crème. Bah pour le moment c'est pas possible, mais je vais vous sortir régulièrement des vidéos, donc stay tuned. Aujourd'hui, oula, c'est de pas tout casser, je vais vous faire la review de ce livre qui s'appelle Exposé et qui est donc un bouquin d'expo qui a été fait d'après le livre D'après ce que le sida m'a fait de Elisabeth Lebovici. C'est une expo qui a eu lieu au Palais de Tokyo à Paris en 2022, donc c'est très récent. Et elle regroupe des artistes qui soit ont eu le VIH/sida, soit des personnes qui ont bossé dans des assos comme AIDS, donc pour la réduction des risques, prévention, sida, VIH, ou encore des proches de personnes vivant avec le VIH/sida. C'est hyper intéressant. Le livre m'a été conseillé par ma prof. On peut s'attarder déjà rien que sur la couverture, parce que franchement c'est incroyable. Il y a des petits vibromasseurs, genre un patchwork, une tapisserie de vibromasseurs, c'est trop mignon. Ensuite, autre point super nice sur ce livre, c'est le titre est donc Exposé EES, et tout est écrit au neutre. Ils ont fabriqué une police d'écriture qui fait que les lettres sont liées, donc c'est une police neutre. Donc ça permet d'englober tout lectrice lisant ce livre. C'est pas le masculin par essence qui va l'emporter pour les terminaisons de phrases ou lorsqu'on s'adresse au lecteur, à la lectrice. C'est donc le neutre. Et c'est d'autant plus pertinent que la plupart des artistes cités sont donc des personnes queer, puisque qui dit anécida dit forcément épidémie aussi d'homophobie. Donc ce livre prend un axe très archive d'histoire queer. C'est une exposition qui a eu lieu du 16 février au 14 mai 2023 à Paris, au Palais de Tokyo. Alors personnellement je ne suis pas allée la voir, je ne savais pas qu'elle avait lieu. J'ai découvert tout ce travail du coup à travers ce livre qui s'articulait autour du rapport entre séropositivité et art, déployant des œuvres d'horizons diverses afin de conserver une archive queer de cette pandémie. L'expo présente des artistes connus ou moins connus, des personnes souffrant du sida, certaines en fin de vie, d'autres vivant avec le VIH, d'autres encore qui ont côtoyé des malades ou qui ont milité à AIDS. Les œuvres vont des flyers d'anciennes Pride, aux vidéos mettant en scène des hommes du passé décédés du sida, aux sculptures qui marquent dans le temps des moments de vie troublés par les inquiétudes de l'époque. L'édition du livre est super. Les pages sont roses, elles alternent écriture, format interview, images d'archives. Enfin, vraiment, c'est très agréable à lire. Alors c'est vrai qu'il faut un peu de temps d'adaptation pour se faire à la police d'écriture neutre, mais une fois qu'on s'y fait, franchement, c'est tranquille. Donc voilà, c'est un format très fun. C'est un gros livre, hein, ça prend quand même du temps de tout feuilleter, de tout lire. Mais j'ai vraiment apprécié l'effort artistique dans l'édition. Mon script suit principalement les articles de ce livre. Je vous ai fait des petits résumés, bien sûr j'ai pas pu entrer en détail dans absolument tout. J'ai pris ce qui semblait le plus important, on va dire, dans les grandes lignes. Le mieux c'est de vous procurer le livre et de faire vos recherches par vous-même en le lisant. J'ai voulu vous faire quand même un petit melting pot de tout ça, afin de vous introduire à l'art dans les années 90, lors de la crise du sida. Donc tout ça dans les années 90. Beaucoup de discrimination due au climat ambiant d'extrême droite. Les personnes principalement touchées ou désignées comme touchées par la maladie sont donc les putes, les PD, les trans, les gouines et les toxicomanes. Et aussi une peur du sexe très présente, car le sexe était associé à la maladie. Donc le VIH, c'est donc le raccourci pour virus de l'immunodéficience humaine. Donc il y a tout un passage sur l'origine du sida que j'ai trouvé très intéressant, j'ai appris beaucoup de choses. Donc il parle de la domestication des animaux, du fait de croiser les espèces. 60% des maladies humaines sont d'origine animale de nos jours. Les maladies circulant des animaux aux humains sont 75% des maladies émergentes.
Elles sont nées de perturbations donc avec l'élevage, de perturbations environnementales, les modifications apportées à la nature et aux animaux faites par l'humain engrangent des maladies. Les élevages d'animaux, le commerce sont des incubateurs de virus. Là j'ai pris en exemple plusieurs maladies qui ont été apportées par les animaux ou les insectes. Donc le moustique qui a apporté Lyme ou le Zika, les oiseaux avec la grippe espagnole, les chauves-souris qui parasitent les renards ou les chiens, ce qui donne ensuite la rage. Dans les usines et dans les fermes, avec le stress, la déprime, le fait d'être entassé, des conditions sanitaires qui sont assez déplorables. Les animaux partagent des maladies. Au niveau agriculture, le changement d'usage des sols, les cultures uniques créent une antibiorésistance. La manifestation de l'altération de nos relations avec les autres vivants, la nature, fait que nous détériorons notre propre santé, un peu comme un effet papillon. L'animal est désigné comme coupable par l'homme, alors que c'est de notre faute, car c'est plus arrangeant de désigner un animal plutôt que le fait que ce soit notre système capitaliste et individualiste qui engrange tous ces problèmes. Donc le VIH a été transmis par un chimpanzé, et ce virus touche tout le monde, contrairement à ce qu'on croit, donc ça ne touche pas que les personnes homosexuelles hommes, il touche tout le monde, les hommes, les femmes, les personnes non-binaires, homosexuelles ou hétérosexuelles. Et cette épidémie coïncide avec la libération sexuelle contre l'oppression de la censure. On parlait très peu de sexualité à l'époque. Et d'où vient cette rumeur comme quoi le virus est associé aux homosexuels? Eh bien, cela nous vient des USA. Car le virus est tout d'abord appelé le GRID, G-R-I-D, signifie en français syndrome de déficience humaine gay. Cette désinformation a alimenté l'homophobie, et les hétéros, eux, du coup, pensaient ne pas être concernés par cette maladie, alors qu'elle peut toucher absolument tout le monde. C'est donc un virus qui se transmet par le sang, suite à de la consommation de drogue, avec des ustensiles qui sont pas stériles ou pas à usage unique. Ça peut être pendant le sexe, ça peut être suite à une blessure, une coupure. À l'époque de la naissance du VIH/SIDA, quand on savait pas encore comment le virus se propageait, il y avait toute une peur phobique autour des malades qui se ressentait énormément dans les hôpitaux où les infirmiers et infirmières refusaient de les toucher, de les approcher. On pensait, comme aujourd'hui avec le coronavirus, que ça pouvait se transmettre par le souffle, par la salive, par le contact, alors que pas du tout, il faut quand même qu'il y ait un contact de sang à sang, ce qui reste quand même assez rare, c'est pas un truc qui arrive facilement comme ça. Donc pendant les années 90, il y a aussi une histoire de sang contaminé dans les hôpitaux, où donc des patients ont été perfusés avec du sang contaminé par le virus, ce qui a mené donc à la fameuse interdiction aux homosexuels de donner leur sang. Alors il me semble qu'aujourd'hui, elle a été annulée, je pense qu'aujourd'hui les homosexuels hommes peuvent donner leur sang, je vais vérifier. Ce qui est de la pure homophobie, hein, soyons clairs, enfin c'est juste de la pure homophobie. Et pour ce qui est des toxicomanes, des putes, etc., qui bien sûr sont mis de côté, puisque ce sont un peu les rebuts de la société, on n'a pas à s'en occuper, et puis bon, s'ils crèvent, est-ce que c'est grave? Non. On refusait de prendre en charge les dépendances, parce que ce qu'il faut traiter s'il y a transmission du virus suite à de la consommation de drogue, c'est donc les addictions, mais le déni était là, et donc on ne traitait pas les gens. Et pareil aussi pour le milieu carcéral, et les gens mouraient en prison sans avoir aucun accès aux soins, et les dangers encourus par l'interdiction des drogues sont plus forts que ceux encourus par leur usage. Donc la réduction des risques, c'est primordial. En 1987, l'épidémie fait des ravages chez les usagers/usagères de drogue. On estime que 60% des toxicomanes ont le VIH. Cette année-là passe enfin le décret Darzac qui libéralise la vente de seringues stériles en France. Première mesure gouvernementale de réduction des risques. Donc c'est un moment extrêmement important. Ça veut dire que les usagers de drogue ont accès à des locaux, donc par exemple comme les CARUD en France, dans toutes les grandes villes, qui sont des assos de réduction des risques, où on peut venir prendre du matériel stérile, qui permet donc de ne pas utiliser du matériel déjà utilisé, d'avoir accès gratuitement à des soins aussi, parce qu'il y a des infirmiers et des infirmières sur place, des personnes pour écouter sans aucun jugement. Donc ça permet au moins aux toxicomanes de réduire les risques en utilisant du matériel propre. Et tout ce déni qui a été fait autour de la consommation de drogue, qui fait qu'on laisse les personnes droguées dans leur merde, et que donc s'ils attrapent des virus, c'est de leur faute. Et ils ne vont pas être soignés ni pour les virus, ni pour leurs addictions, ni pour les possibles troubles mentaux qu'il y a derrière, parce qu'en général, s'il y a addiction, c'est qu'il y a traumatisme derrière. Pour moi, c'est historique. Quand j'ai lu ça, j'étais ravie. 1987, donc ouverture de la vente de seringues stériles en France. Je vais vous lire un petit passage du livre. C'est une période où, quand un patient arrivait, c'était la panique, particulièrement vis-à-vis des toxicomanes, car souvent, quand ils arrivaient pour une hospite en psychiatrie, ils étaient très mal, pouvaient être blessés.
Personne ne voulait les toucher. Un tox blessé, c'était tout le monde aux abris. Elle, c'était la petite dernière. Alors lui filer les patients sida, c'était une forme de bizutage. À un moment où le sida est censé être le cancer gay, les hétérosexuels ne se pensent pas exposés. Chez les hétéros, c'était le déni total. Il y avait une diabolisation des toxicomanes car ils étaient, soi-disant, les seuls hétéros qui chopaient le VIH. Or, dans les hôpitaux, comme dans les prisons, ou n'importe quel lieu d'enfermement, ça baisse tout le temps. Le risque que le virus soit transmis est grand, mais il ne fallait surtout pas en parler. Souvent, j'enlevais les gants pour les manipulations. Je voulais que le contact soit humain. Je voulais que les patients voient que je n'éprouvais pas de répulsion. C'était ma manière de prendre soin, la rébellion et la solidarité. Donc ça, c'est un passage d'une infirmière lesbienne qui, donc, elle tenait à toucher les patients, à ne pas les ériger en victimes, en malades, et à apporter une forme d'humanité, ce qui est quand même primordial quand on travaille dans le milieu de la santé, le milieu hospitalier. À l'époque, c'était une maladie de gays. Cette distance mise entre les patients et les soignants vient aussi de l'homophobie ambiante. Est-on surpris? Non. Donc voilà un peu l'ambiance dans les hôpitaux, que ce soit en psychiatrie ou même en hôpital classique, vis-à-vis des malades du VIH et des toxicomanes. Et du coup, tout ce passage tourne autour du care. Donc le care en anglais, c'est le soin. Du coup, le fait de prendre soin. Beaucoup d'infirmières lesbiennes au pic de l'épidémie. Le soin n'est pas que médical, la lutte, c'est du soin. Dans les personnes impliquées dans le soin, tous les amants, les amis, face au rejet homophobe des familles et des soignants. Au final, le care, le soin, venait pas seulement des médecins ou autres, il venait surtout des proches des malades, que ce soit les amants, donc les amis, les familles recomposées, les familles de cœur, face au rejet parfois des familles biologiques qui donc rejetaient leurs enfants car gays ou lesbiennes. En 1997 arrivent les trithérapies. C'est donc un traitement qui comprend 4 médicaments et qui permet de rendre indétectable la charge virale du VIH. Et comme on dit, indétectable égale intransmissible. Donc avant ça, j'en parlais un peu tout à l'heure, on ne savait pas comment le virus se transmettait. Les infirmiers et médecins portaient des masques, des gants, comme pour le Covid aujourd'hui. Autour de tout ce care, il y avait aussi des associations, comme les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, qui sont donc des sœurs queer. Je mettrai des photos, ce sont des nonnes maquillées en drague, enfin bon, elles sont absolument iconiques. Donc elles sont nées en 1979 et elles proposaient des séjours de ressourcement pour les gens avec VIH et les proches endeuillés. Donc elles proposaient des cérémonies autour du deuil, des initiations à l'art-thérapie, du body painting et du ressourcement en pleine nature. Il y avait aussi du coup la Fabrique Art, fondée par la médecin Catherine Philbin et Isabelle Sentis, qui mêlait des artistes et des patients experts. J'aime bien qu'ils aient utilisé le mot expert parce qu'un patient connaît sa maladie mieux que quiconque et donc est en quelque sorte expert de sa maladie. Et je pense aussi que ce qu'ils voulaient désigner par patients experts, ce sont des patients qui ont le background, je pense, ça fait plusieurs années qu'ils vivent avec la maladie et qui peuvent apporter leur recul aux personnes venant d'apprendre qu'ils ont été touchés par la maladie. C'était une approche plurielle du soin. Donc ils faisaient des cartes corporelles. Les cartes corporelles, c'est une pratique d'Afrique du Sud qui a été créée par des militantes séropositives avec les soignantes des ONG. Ce sont des dessins autour du corps auxquels on ajoute des mots, des images, afin de se réapproprier son corps et son histoire. Alors, en 1997, on a l'arrivée des trithérapies. Et pour beaucoup, c'est un peu comme réglé, c'est bon. On a un traitement, alors c'est pas un traitement qui va te guérir à 100%, c'est un traitement qui va te permettre d'avoir une charge virale négative. Mais, par exemple, des personnes âgées qui vivent de l'AAH qui est donc l'allocation adulte handicapé, qu'ils ont reçu suite à leur diagnostic de VIH, perdent leur AH une fois plus âgés, alors que la maladie a des conséquences irréversibles sur leur vie et sur leur futur. On avait besoin à l'époque, après les trithérapies, surtout de logements sociaux, de réseaux et d'entraide. D'où l'importance des ressources extérieures comme les Sœurs de la Perpétuelle Indulgence, AIDS, la Fabrique Art. En 2002, pas plus de 25 000 personnes sur les 4,7 millions vivant avec le VIH/SIDA en Afrique avaient accès à des soins indispensables à leur survie. C'est effarant.
Chaque jour, 600 personnes mourraient du sida. Les gens font des body maps pour garder une mémoire des corps. Donc les body maps sont les maps corporelles dont je parlais tout à l'heure. Donc Zaki Ahmat, qui est responsable du mouvement Sud-Afrique, s'engage politiquement à ne prendre aucun médicament pour son VIH tant que toute la population n'en a pas. C'est juste impressionnant comme positionnement. C'est en 2001, ce vétéran est toujours vivant. Donc là, je vais vous lire aussi un passage qui met en lumière l'écart de traitement entre les Européens ou les USA vs l'Afrique par exemple face au virus. C'est donc une conversation entre Zaki, qui a refusé de prendre le traitement, et des Américains. Zaki dit « Montrez-nous vos pilules ». Les 5 Américains, les yeux baissés, fouillent leurs poches pour en sortir des boîtes de petites pilules. Celles-là même qui nous maintiennent en vie et que nos convives veulent désespérément avoir. Yel les touche, médusées, tandis que nous faisons correspondre les noms bien connus des marques avec la forme unique de chaque pilule. La question de la distribution égalitaire des médicaments, alors et aujourd'hui, est le principal point de comparaison entre le VIH et le Covid. La chance et le privilège sont les raisons fondamentales pour lesquelles j'ai résisté à de multiples infections et maladies opportunistes suffisamment longtemps pour bénéficier de traitements puissants qui continuent à me maintenir en vie. Donc la chance de ton lieu de naissance, le privilège que tu en tires font que tu seras soigné ou pas soigné. Et ça, c'est absolument affreux. Le président Mbeki, qui succède à Nelson Mandela en Afrique du Sud entre 1999 et 2008, a nié la transmission du virus et le lien entre VIH et maladies consécutives de l'immunodéficience. Donc toutes les maladies qu'entraîne le VIH. Il a refusé de fournir des traitements antirétroviraux à son peuple. Voilà, tout simplement. Et donc dans les parties d'illustration d'œuvres faites par des personnes sud-africaines, on a donc une longue généalogie de lutte contre l'esclavage, de la colonisation et du fait de se sentir plus fort. Un petit point sur ACT UP. ACT UP, qui est donc un groupe d'action directe pour lutter contre la négligence du gouvernement face à l'épidémie. ACT UP, ça signifie AIDS, donc VIH en anglais, enfin SIDA, pardon, SIDA en anglais. Coalition to Unleash Power. ACT UP a permis aux homosexuels de se rassembler, de libérer des espaces et de se sentir plus forts, d'appartenir à un groupe et de lutter ensemble. D'ailleurs, la majorité des personnes qui luttent à ACT UP sont séropositives. ACT UP ainsi que d'autres associations de militants ont permis un activisme thérapeutique. Alors là, c'est pareil, j'étais bluffée quand j'ai lu ça, c'est absolument génial. Donc, une invention politique de la fin des années 80 sont des personnes sans formation médicale, vivant avec le VIH ou impliquées dans le combat, qui sont parvenues à modifier des règles de la recherche clinique en négociant avec les chercheurs d'abandonner des placebos lors d'essais cliniques sur malades pour que tous les patients bénéficient des traitements. Ces militants se sont battus pour accélérer les procédures d'autorisation des molécules, faire baisser le prix des médicaments et diversifier les essais cliniques, sur les femmes par exemple, qui étaient oubliées parmi les patients. Enfin, c'était toujours axé sur les homosexuels hommes. Je vais vous lire un petit passage. La collaboration entre malades. La collaboration entre malades et scientifiques a marqué les années précédant l'arrivée des premiers traitements efficaces contre le sida, soit 1995-96, dans les pays développés et beaucoup plus tard dans les pays du Sud. Mais l'histoire politique de l'épidémie ne se limite pas à des enjeux thérapeutiques. Ils ont beau être essentiels, ils ont tendance à être surreprésentés dans les livres et maintenant dans les expositions, au prix d'une mise à l'écart d'aspects moins consensuels qui révèlent des rapports tendus entre militants et représentants de l'autorité scientifique. Pensons à l'opposition des médecins, au combat lié aux droits et à la santé des personnes trans. Il reste à écrire une histoire de l'épidémie dont le volet culturel ou social dépasserait la question des représentations, qu'elles soient artistiques ou grand public, pour couvrir des domaines aussi différents que les évolutions du droit ou la critique sociale. À ACT UP Paris, fondé en 1989 selon le modèle new-yorkais, a par exemple accompagné l'expression d'une sensibilité queer. Évidemment, beaucoup de témoignages de personnes qui ont le syndrome du survivant, donc qu'on appelle aussi le syndrome de Lazare. Donc c'est lorsqu'on a échappé à soit une maladie, un événement, un accident, un gros traumatisme, et que d'autres personnes y sont restées
et que l'on se questionne toute sa vie sur pourquoi moi est-ce que j'ai survécu alors que mes amis sont décédés. Et il y a des textes vraiment très touchants, très prenants. Je voulais vous en lire quelques-uns, notamment un texte de Tim Madéclair qui a 19 ans à l'époque. Ce lourd sentiment d'illégitimité que j'éprouve à être parmi vous, ou que j'ai longtemps éprouvé. C'est moins vrai maintenant. Ce sentiment ressemble à une volute dont l'origine et la destination sont aussi lointaines qu'insaisissables. Il s'est particulièrement entremêlé dans mon existence avec l'expérience du sida, mais pas seulement en négatif. J'ai été contaminée par le VIH probablement en 1983, avant son identification, avant son dépistage. Je devais avoir 19 ans. J'ai été confrontée à la séropositivité dès que ce statut a été connu en 85. Je n'ai jamais éprouvé la moindre culpabilité à propos de ma séropositivité. Je n'ai jamais été séronégatif. Cela m'est tombé dessus alors que j'avais renoncé à mes études par manque de motivation, par manque de confiance en moi, et aussi avec la volonté de trouver une place par moi-même. Ce qui était une façon d'affronter mon sentiment de ne pas mériter d'être ici. Dans les années 80, cela peut vous sembler naïf aujourd'hui. On pouvait parier que la société allait s'ouvrir en dépit des difficultés, que ce qu'on appelait la crise déboulonnerait les vieilles hiérarchies. Une énergie simple et naïve, celle des jeunes gens modernes, l'emporterait sur la force centrifuge des sociétés conservatrices. Ce sentiment d'illégitimité qui m'assaillait reposait bizarrement sur une confiance en l'avenir et le mélange des deux, sous l'influence du risque du sida, a produit une sorte d'inconscience valeureuse qui m'a certainement permis de tenir le cap. C'est à partir de cet attelage paradoxal que je voudrais conduire ici une réflexion sur le sens que l'on pouvait trouver à la double expérience d'être gay et séropositif dans les années 80-90. D'avoir 20 ans et quelques dans une société où la mort à cet âge est très improbable, sinon une idée relevant de la pulsion romantique. Cela est sans doute difficile à comprendre pour vous aujourd'hui, mais l'expérience de la maladie a étouffé ce sentiment d'illégitimité. Il s'est manifesté à nouveau et de façon flagrante à la fin des années 90 quand, sauvée in extremis par les trithérapies, j'étais déchirée entre le soulagement et l'effarement d'être encore là. Mon médecin m'avait décrit cette situation nommée le syndrome de Lazare, ou syndrome du survivant, curieux état mental qui prolongeait l'expérience limite de la maladie incurable en un sentiment de culpabilité et d'inutilité d'avoir survécu quand tant d'autres personnes bien plus indispensables que soi-même étaient mortes, et précisément indispensables parce que, contrairement à moi, elles montraient une volonté utile de s'inscrire dans le monde. Cet encore là post-sida n'avait rien à voir avec le toujours là. Et Tim a aussi écrit un texte dans lequel il parle d'un moment de sa vie où il se baladait, il a croisé une publicité qui mettait en scène un bel homme, apparemment à son avantage, qui donnait envie, qui attisait le désir, et sur lequel c'était marqué « Je suis séropositif ». Et sa façon de le décrire est vraiment intéressante. C'est un plan serré sur les pectoraux et le plexus qui s'imposait en énorme aux yeux des voyageurs. Le corps était fin, musclé et très dessiné. Imberbe, la peau couleur pêche, enviable pour soi comme avec soi, identification/désir. La contradiction entre les dimensions de l'affiche et la proximité du torse faisait qu'on avait envie de ce qui était impossible. Dans le pli du bras, où était inscrit, tatoué d'une encre bleuâtre, HIV positive, à la manière d'un tampon encreur administratif. On identifiait la marque autant par le logo que par le genre de l'image. Benetton signait une campagne choc autour du sida qui provoquerait débat et indignation, comme la précédente qui montrait une famille éplorée devant le cadavre du fils supplicié par le sida. Ici, c'est le tatouage qui souleva des hauts le cœur, au sein des associations, mais aussi des institutions. Moi, le tatouage, je n'y ai pas prêté attention, au-delà de la grossièreté du procédé. Je comprenais bien que derrière la provocation, il s'agissait de dénoncer la stigmatisation des séropositifs. Je déjouais la métaphore de l'image pour retenir son premier degré, certes naïf, mais aussi plus concret, je me suis identifiée. Si l'on admettait qu'un photographe suivi d'une tripotée de directeurs artistiques, commerciaux, marketing, de conseillers communication juridique, éthique, etc., avaient tous validé étape après étape, réunion après réunion, si tout ce processus sévère, rigoureux et sans concession avait validé une affiche représentant un jeune homme beau, ce beau jeune homme, avec l'indication claire et nette, quoique grossière, qu'il était porteur du VIH, même si cela n'était réellement pas possible, même si l'on admettait qu'il était peu probable, voire rarissime et pas du tout représentatif de la réalité, que ce beau jeune homme soit séropositif, ou encore qu'un jeune homme séropositif soit beau, même si l'on pensait, accusateur, qu'il s'agissait d'une mystification cynique pour vendre des pulls, si tout cela est incontestable, j'ai eu devant cette image une réaction inverse à celle que je constatais dans mon entourage. Je me suis dit, en connaissance de cause, alors qu'il me fallait attendre et encore attendre pour savoir si j'allais ou non échapper au truc flippant, ce beau jeune homme séropositif, ça peut être moi. Et dès lors, j'ai tenu,
jusqu'à ce qu'on m'eût prouvé le contraire. En dépit des épisodes de maladies récurrentes, je suis restée convaincue que ce beau jeune homme séropositif, ce pouvait être moi. Juste après ce pré-diagnostic morbide, j'ai eu un déclic. Dès que les premiers effets positifs sont apparus, je suis retournée à la piscine et à partir de ce moment-là, j'ai appris à m'observer, à évaluer mon état, à manger et à me reposer, à repousser mes limites, mais pas trop, en gardant en tête que l'on pouvait être à la fois jeune, séropositif et beau. C'est quand même vachement inspirant. Il parle du fait que cette affiche n'a aucun sens, puisque si on est séropositif, on a des conséquences de la maladie qui touchent notre corps, et donc être musclé, être beau, être désirable, c'est censé ne pas aller de pair avec la maladie. Et lui, là-dedans, il voit un message d'espoir, il voit un message comme quoi, oui, je peux être malade et beau. Ce beau jeune homme séropositif, ça peut être moi, il peut me représenter. Pour finir, je voulais vous parler de quelques photos d'œuvres qui sont dans ce livre. Il y a donc notamment une collection de tatouages à adopter que j'ai trouvé très fun, qui sont donc des tatouages faits par des artistes que l'on pouvait ensuite se faire tatouer. Le principe des flash tattoos, qui ont une consonance en lien avec le fait d'être queer ou la séropositivité. Il y a aussi les dessins de Bastille, qui est donc un dessinateur gay qui fait des dessins le cuir et moustache autour du fantasme, du BDSM, et qui dessine tout un univers fantasmagorique qui avait vraiment besoin d'exister, notamment dans cette époque où on avait peur de la sexualité, on avait peur de l'acte sexuel. C'est en quelque sorte aussi une forme de ressource, une émancipation du carcan sociétal, une façon de penser la libération sexuelle. Et aussi une série de photos en noir et blanc de Hervé Guibert qui questionne également le fantasme, qui cultive l'art du cul. Bon, et ben j'en ai fini avec cette review. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Elle change un peu de ce que je fais d'habitude, elle est sûrement plus fournie, elle sera certainement un peu plus longue. J'espère que j'ai pu vous faire voyager, même si, bon, c'était pas l'époque la plus fun, mais qu'elle vous aura appris des choses, que vous aurez découvert des artistes qui vous plairont. Je pense faire d'autres reviews d'expositions ou de livres d'exposition à l'avenir, ou même des reviews de livres en général. N'hésitez pas à me laisser un commentaire s'il y a des œuvres qui vous parlent, sur lesquelles vous aimeriez que je fasse une review, que je donne mon avis. N'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu si tu as apprécié la vidéo, à me faire un coucou en commentaire. Tu peux mettre libération sexuelle en commentaire parce que on est toujours là et qu'en vrai, en 2023, il y a encore beaucoup de travail à faire, même si on a bien avancé et qu'on parle quand même beaucoup plus simplement de sexualité aujourd'hui. Et j'ai d'ailleurs une autre vidéo, alors je ne sais pas encore quand je la sortirai, mais sur laquelle j'ai commencé à travailler autour de la sexualité et de la façon dont on nous l'aborde quand on est préadolescent, en mode tiens, allez, fais avec ça, et c'est comme ça que ça marche, la reproduction et le sexe, et maintenant débrouille-toi. Enfin bref, ça va être très intéressant, j'ai très hâte de le faire, ça viendra dans le futur. Je te laisse t'abonner à mon Instagram si tu as envie de suivre mes aventures. J'ai aussi un Instagram où je poste mes créations artistiques. Je te fais des gros bisous, merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette vidéo, et à bientôt!